Alors là, nous allons faire un entretien à bâton rompu avec Jacques Dongui, qui depuis au moins, je ne me trompe pas, 40 ans, n'a cessé d'explorer les poésies expérimentales, d'abord en tant que poète, en tant qu'historien, en tant que théoricien, en tant qu'organisateur d'expositions et en tant qu'éditeur. Et en particulier avec cette fameuse nouvelle revue, depuis je crois 2015, Celebrity Café. Ce parcours assez exceptionnel, hein, puisque Jacques Dongui n'est pas saisissable, hein, il est multi-champ. Alors, comment es-tu tombé dans la poésie expérimentale? Bonne question. C'était dans les années 70 et je voyais la poésie qui se pratiquait à l'époque, poésie blanche, et je ne comprenais pas pourquoi il fallait faire des textes sur la nature, et encore quelle nature, bon, avec des blancs peut-être, et alors qu'on était en pleine période de comment dirais-je, société de consommation, avec la pub, avec tout ce qui va avec cette société de consommation post-Seconde Guerre mondiale, donc disons dans les années 70. Et donc je me dis, bon, il faut faire une écriture collage. Voilà, collage exactement comme ce... Et avec ce qu'on a sous les yeux, cet environnement dans lequel on vit. Oui, je rappelle quand même la phrase de Rapin, le poète est l'antenne de la race. C'est-à-dire que c'est un petit peu ça, un artiste, c'est quelqu'un qui est comme une antenne par rapport à son époque et qui capte la réalité de son époque. Et donc je ne comprenais pas du tout que venait faire ce type de texte. Alors bien plus tard, j'ai lu Roland Barthes qui explique qu'on peut au mieux faire du Mallarmé, enfin, imiter les sonnets de Mallarmé en moins bien. C'est ce qui s'appelle l'académisme, prendre un vieux modèle et le répéter, ou faire autre chose. Et donc j'ai sorti une toute petite plaquette, qui s'appelait Eros Pistellatos en 2000, fait de collage et d'écriture collage. Mais évidemment à l'époque je ne connaissais rien du collage, c'est-à-dire je ne connaissais pas Shooter, je ne connaissais pas donc toute l'histoire de l'art qui va avec. Et donc plaquette anonyme, et je reçois une lettre des éditions Segers, un certain Bernard Delvaille qui me dit « Monsieur, je voudrais vous publier dans une anthologie que je prépare ». À l'époque, j'étais jeune, je ne comprenais pas non plus. Alors, je n'ai pas répondu. Et puis, j'ai reçu une deuxième lettre, et j'ai reçu une troisième lettre. Au bout de la troisième lettre, bon, un peu pour m'en débarrasser, j'ai dit « Oui, bon, très bien, vous pouvez publier ». Alors, il se trouve que cette anthologie, dont la couverture représentait un blue jean, a eu énormément de succès. C'est très rare en poésie qu'une anthologie ait du succès. C'était en quelle année ça? En 72, je crois. Oui, c'est ça, oui, je me souviens, l'anthologie, oui. Qu'on a appelé ensuite l'anthologie Delvaille, oui. Qui a été rééditée en 2 tomes, etc. Alors, même chose, donc écriture collage. Alors, mais toujours avec cette idée, alors en fait je me suis rendu compte après coup que c'était une écriture finalement très pop art au sens où si on veut dans le même courant que la Beat Generation américaine, donc avec la même rupture, le même type de rupture, bon. Et je me suis rendu compte aussi que ce type d'écriture existait aussi en Europe de l'Est, parce qu'à l'époque j'ai fait un voyage, je me dis bon, il faut un peu que je connaisse comment ça se passe. Donc je vais aller, je crois que c'était la même année, j'avais un ami en Pologne, donc je vais aller en Pologne, Europe de l'Est, à l'époque il y avait le rideau de fer, et puis je vais aller aux États-Unis. Alors je suis allé aux États-Unis, j'ai fait le tour des États-Unis en Greyhound, comme on faisait à l'époque, et puis je suis allé en Pologne, donc en prenant le train Paris-Moscou, et là en Pologne, cet ami, bon j'ai eu l'innocence de ne pas me déclarer au commissariat de police, ce qui fait que j'ai pu circuler partout et rencontrer qui je voulais à Varsovie. Et donc cet ami, Michel Massowski, pour ne pas le nommer, qui était à l'époque, qui vivait là-bas à Varsovie,
mais qui avait épousé une Française. Voilà. Donc, elle m'introduisait un peu partout et auprès des jeunes poètes. Et là, il y avait une revue qui s'appelait Nouvelle Virage, Nouvelle Tendance, Carasec. Et cette revue, c'était la même chose, le même type d'écriture, collage, etc. Alors, évidemment, on parle du rideau de fer comme quelque chose d'imperméable, mais pas du tout. Ça circulait parfaitement. Et après, j'ai su que Ginsberg était allé à Prague, etc. Et alors voilà. Alors, suite à cette anthologie, évidemment, un certain nombre de poètes qui s'occupent de revues m'ont demandé des textes. Et moi, j'étais encore innocent, c'est-à-dire, bon, très bien, on me demande des textes, j'en envoie. Et donc à l'époque, j'ai appris. Oui, mais à l'époque, tu n'étais pas déjà. Tu avais fait ta thèse? Non, bien avant. C'est en 72, tu n'avais pas encore fait ta thèse? Non, j'ai fait très tardivement ma thèse. Ah, voilà. J'ai fait très tardivement. Oui, mais à l'époque, alors tu ne connaissais pas Chopin, Hetzig? Non, je ne connaissais rien. Ah, c'est pas vrai? Non, à l'époque. Ah bon? Tu me demandes comment? Oui, alors, oui, comment? C'est pour moi, je pose des questions parce que moi je suis étonné. C'est exactement la même chose pour la poésie numérique. C'est-à-dire les premiers ordinateurs, donc en 83, donc c'était la galerie, et donc je dis bon, il faut les ordinateurs, c'était nouveau, les premiers ordinateurs portables, donc Dye Personal Computer, Apple IIc, etc. Et là je vois ça, et je dis, c'est le même genre de réaction. Je dis mais c'est merveilleux. Au lieu de publier sur papier, on va publier sur écran, et comme c'est une machine, eh bien, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, aléatoire, etc. Donc, le texte infini, le texte ne s'arrête pas. Sauf accident de la machine ou accident de l'auteur. Bon, voilà. Et puis, j'ai développé ça ensuite. Donc, d'abord avec uniquement la typographie. Donc, il y a eu 83. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est toujours la même chose. Donc, c'est la même chose entre Chopin, Hetzig, etc. Donc l'idée que chacun veut s'approprier. Alors ce qui est intéressant dans la poésie numérique, c'est que chacun a une démarche différente. Il y a Édouard Lecaque, à partir de 82, enfin l'œuvre de 82, bon, 83 plutôt lui aussi. Édouard Lecaque a fait des choses complètement différentes, Tibor Pape a fait des choses complètement différentes, Philippe Bousse a fait des choses différentes, Castelin a fait des choses différentes, chacun a une démarche différente. Mais moi, je suis parti sur cette idée-là, de dire, bon, étonnement, et ensuite de dire, c'est une machine, donc le texte ne doit pas s'arrêter. Donc au départ, avec la typographie, puis ensuite, évidemment, les machines n'existent plus, obsolescence des technologies. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, le premier recueil, c'est en fait 87, donc Aluminium Night, Castor Astral, et en fait, il y a une photo d'écran sur la couverture. Et puis, dans le recueil, quelques transcriptions d'écran, mais tapées à la machine. Voilà. Donc, puis ensuite, il y a eu l'Atari 520 ST. Donc là, miraculeusement, j'ai toujours la disquette programme qui fonctionne toujours. J'ai eu la précaution quand même de la faire, comment dirais-je, émuler à la BNF, à la Bibliothèque nationale, pour le dépôt légal. Donc, on peut... tout déposé à la Bibliothèque nationale doit être accessible au public. Donc il y a dans la salle de lecture un espace réservé pour ce type de publication numérique. Je le signale parce que c'est assez rare et je ne pense pas que ça existe dans d'autres pays. Et donc je les vois ingénieur, j'ai fait tout le tour des services à la BNF et c'est assez à la fois inquiétant, intéressant et inquiétant parce que tout est gardé sur des supports magnétiques, des bandes magnétiques larges, de grande taille, dans une chambre réfrigérée, dans un armoire réfrigéré, que j'ai vu, mais sauf qu'il m'a expliqué que tous les 4-5 ans, il faut recopier. Voilà. Donc, Atari 520, et là, j'avais une imprimante, et donc j'ai pu préserver, sauvegarder au moins les sorties imprimantes. Alors, les sorties imprimantes, ça a été un autre livre, Tag sur Fusion. Donc ça, c'était notre ami Pierre Fillement, et dans une collection qui est dirigée par la couverture est de Villeuglé, voilà, donc avec des illustrations
Jacques-Élie Chabert, qui faisait la revue Toi et moi pour toujours. Et bon, il y a toujours eu des tirages de tête, enfin, voilà. Donc ça c'est 1996. Donc 93 c'est le tarif 520. Alors sur ces problèmes de date, j'insiste un tout petit peu parce que c'est ce qui se passe toujours dans ce genre de choses. Chacun dit je suis premier, etc. Moi je n'ai aucune, comment dirais-je, je ne tire aucune gloire d'avoir fait ça en 83, mais il se trouve que j'ai fait ça en 83. Et que heureusement, mon ami Richard Martel organisait un numéro sur voilà, marathon écriture, et j'ai participé à ce numéro. Et alors qu'est-ce que j'ai fait pour ce numéro? Eh bien j'ai fait l'expérience de 83, c'est-à-dire voilà, un texte théorique et à la fois. Alors c'est un peu mon problème, c'est-à-dire je n'aime pas faire un texte théorique universitaire. Donc ok, je ne renonce pas, j'accepte d'avoir une réflexion théorique, mais je veux toujours qu'il y ait une part de poésie-utopie qui fonctionne en même temps. Donc, liste run traitement de texte, donc je reprenais un petit peu. Traitement de texte, c'est ce dont on parlait à l'époque, on parlait de traitement de texte, voilà. Et je trouve que le terme était, je détourne évidemment, exactement comme pour PD Extended, donc Pure Data, donc je détourne le terme technique. Voilà. Alors là, il y avait la photo d'écran et puis un texte théorique, voilà. Donc, on ne peut pas me contester la date, c'est printemps 84. En plus, en 84, j'organise à la galerie. Alors ça, c'était avec Christian Dewey, qui a un petit peu disparu de la circulation. Et donc, j'organise à la galerie une exposition gérée par ordinateur. Donc, il y avait, je crois que c'était un Apple IIc, et donc on appuyait sur une touche A, B, C, D, et on avait soit une sculpture qui s'éclairait, soit une petite vidéo, soit... Enfin, donc chaque œuvre était commandée par l'ordinateur. Et donc moi j'ai participé à cette expo, évidemment. Donc j'ai fait un texte aléatoire et qui défile. Et donc l'expo a eu un succès médiatique, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une page dans Libération par Pascaline Cuvelier. Alors, je cherche dans ce livre, qui est mon dernier livre 2017, la référence. Voilà, je vais la trouver. Voilà, c'est ça. Donc, on pouvait appeler un artiste, et donc, évidemment, je participe à cette expo avec une œuvre de ce type, c'est-à-dire aléatoire, et voilà, et qui se déclenche quand on tape la lettre. Et il y a eu toute une page dans Libération, et bien sûr dans cette page, Pascaline Cuvelier parle de la démarche. 4 ou 5 lignes, mais bon, voilà, donc c'est aussi une deuxième preuve, ça c'est 84, voilà. Fin 84, novembre 84. Voilà pour les dates. Alors. Oui, mais quand rencontres-tu justement les expérimentateurs? En 1972, tu ne les connaissais pas, mais en 80, tu les connais. Oui, alors. En 80. Alors. Puisque toi, tu es à cheval sur plusieurs champs. Ton propre champ, oui. Et le champ expérimental, les autres. Alors, quand rencontres-tu Chopin? Alors, Chopin, Henri Chopin. Si, voilà, Chopin, parce que là, on en revient aux avant-gardes d'avant. C'est ce livre, en fait. Oui, voilà, exactement. Le geste à la parole, 81. Eh oui, voilà. Donc là, tu les as rencontrés. Évidemment, oui. Alors, pour la première fois. Julien Blaine, Jean-Luc Parent. Alors, même chose. Années 80, tu les rencontres. Années 80, voilà. C'est ça, quand tu lis le livre, en fait. Hein, mais taille aussi, voilà. Voilà. Et en fait, Et la galerie, elle est ouverte à quel moment, la galerie, ta galerie, avec ton frère? C'est plus tard, hein? Si, à peu près. Si, c'est là. 81. C'est 81, la galerie. Absolument, 81. Voilà, donc en même temps, tu montres aussi les explorateurs, exploratrices dans la galerie. Donc automatiquement, je vais montrer évidemment la review d'Henri Chopin. Et voilà. La première expo avec Bernard Hetzig. Oui, voilà. La première expo d'Hetzig, c'est toi qui l'as faite. Absolument. Il faut le dire, il ne faut pas oublier de le dire. Hein. Absolument. Il y a plein de gens qui l'oublient hein, aujourd'hui. Je sais. Hein. Et la première exposition avec notre ami russe qui est mort. Tolsy, absolument. C'était extraordinaire cette exposition, je me souviens. Oui. Alors, bon, il faudrait faire un
un livre. Ah oui, bien sûr, bien sûr qu'on veut le faire. Je suis ami avec sa femme. Hein. Dans les projets. Elle était à Paris. Elle est revenue à Paris. Ah oui, d'accord. Oui. Qui? La femme de Tolsi. Ah oui, d'accord. Oui. Donc l'idée de ces entretiens, bon, c'est quand même un peu Jean-François Bory qui est... Alors Jean-François Bory, je le rencontre à Bordeaux. En fait, voilà, la première rencontre, c'est en fait Thierry Agulot, très bizarrement. Ah voilà, Thierry Agulot. Thierry Agulot, parce que... à Bordeaux. À Bordeaux, voilà. Voilà, alors à Bordeaux, j'étais en sud-ouest, donc j'habitais en sud-ouest, près de Tarbes, voilà, exactement. Et j'avais l'idée d'une expo, bizarrement. Et donc j'avais contacté la mairie de Tarbes pour faire une expo où il y aurait eu Robert Filiou, plein de choses. Oui. C'est une idée très, très étrange. C'est dans le lieu que tu avais là-bas? Non. À Tarbes, il y avait un musée. Alors, oui, il y a un musée à Tarbes. Oui, oui, alors le musée, c'est une plaisanterie, c'est un musée militaire, au milieu du jardin Massé. Et à l'époque, tous ces gens n'étaient pas très connus. Donc c'était une expo, alors là je n'ai pas le document parce que j'ai gardé le document, mais je me souviens qu'il y avait Robert Filiou, Boltanski, etc., tout ce qui était un peu l'avant-garde de l'époque. Voilà. Et puis finalement j'ai eu une réponse négative de la mairie après quelques négociations qui me dit que c'était un médecin quand même, que l'ouvrier n'a pas besoin de ce genre d'expo. Mais j'avais pris des contacts avec tous ces gens-là qui étaient d'accord pour participer, etc. Et puis il y a un très beau projet avec des choses qui seraient traînées par un avion dans le ciel. Enfin, bon, voilà. Et donc effectivement, je m'intéressais aussi aux arts plastiques. Et tu me dis donc, que tu rencontres Agulot, et par Agulot, tu rencontres Bory. Oui, alors... À ce moment-là. Oui, alors voilà, parce qu'en fait, Agulot, il vivait dans la région, dans le sud-ouest, près du vignoble, là où on produit le sauterne. Alors lui, c'était pas le sauterne, c'est Budos, donc, mais c'était aussi un cru, donc du vin doux. Il paraît qu'il en buvait le matin, enfin, donc très bien. Et enfin, Thierry Agulot est un personnage météoritique, très étrange, avec qui j'ai fait une interview qui est toujours valable, c'est-à-dire, voilà, une interview. En fait, c'est aussi un autre aspect. J'aime bien faire les interviews, mais c'est un peu compliqué, c'est-à-dire, pour faire une bonne interview, je suis désolé, pour faire une bonne interview, à la limite, on prépare une interview et puis on oublie les questions. Et ensuite, vous faites une bonne interview. Mais il faut que l'interview soit très préparée. Sinon, vous risquez de partir dans le bavardage. Oui, mais là, tu me dis Agulot. Agulot. Alors, voilà. Mais Agulot, est-ce que tu connais Molinier à l'époque? Non, il avait un lieu. Agulot, oui, je sais qu'il avait un lieu, bien sûr. Alors, donc, j'étais dans la région, donc c'est à peu près avant ou pendant l'ouverture de la galerie à Auch. À Auch, voilà. Donc, j'ai dû rencontrer Agulot avant, justement autour de ce projet d'expo. Et il était dans la région, donc je vais le voir, voilà. Donc je le rencontre, et chez Agulot, effectivement, j'ai rencontré Jean-François Bory. Donc ça c'est... Et Molinier, pas à ce moment-là? J'ai raté Molinier. Ouais. Ah, t'as raté Molinier? Ouais, plus tard, tu l'as rencontré? Non, j'aurais pu. Au niveau des dates, j'aurais pu. Ah oui. Mais bon. C'est comme ça. Oui, parce qu'il était à Bordeaux. Il était à Bordeaux, voilà, oui, c'est ça, voilà. Et moi, voilà. Mais Jean-François, c'est pas mal. Mais j'ai organisé la première expo, une des premières expos. Oui, exactement, à Paris. Non, là-bas, à Auch. Ah oui, à Auch, c'est vrai, à Auch. Je l'ai pas vu cette expo. Une des premières expos que j'ai fait à Molinier. Voilà. Bon. Et, alors reviens à Jean-François, là. Donc tu rencontres Jean-François. Oui, alors je rencontre Jean-François, qui était très ami avec Thierry Agulot. Il y a tout un numéro de l'humidité sur les fers à chaussures. Voilà, c'était l'époque de l'humidité. Tout à fait, absolument. Ah, pas la fin, mais bientôt la fin. Et donc les liens se sont un peu resserrés avec Jean-François au moment de la mort, l'accident de voiture. Oui. Donc j'avais prêté ma camionnette, pas à Agulot, mais à Yves Hamon. Yves Hamon qui avait fait toutes sortes de métiers, qui avait vendu de la lingerie féminine sur les marchés, et qui en même temps avait une galerie où il exposait des gens de la région. Et donc, il devait y avoir un voyage sur Paris. Moi, j'ai prêté ma camionnette, très bien, mais c'était Yves Hamon qui conduisait. Et Agulot était venu, donc, aussi pour vendre des choses à
Éric Fabre, c'est comme ça qu'Éric Fabre a la fameuse croix de Pierre Molinier. Et au retour, il y a eu un accident imprévisible, c'est-à-dire un camion qui franchit la ligne jaune parce qu'il devait, je ne sais pas s'il avait mangé ou bu ou quelque chose, et puis les choses. Non, mais ne parle pas trop de ces choses-là parce qu'on a le temps tourne, oui. hein, parce que les gens, ça ne les intéresse pas trop là. Ils veulent de la poésie là, expérimentale, hein, n'oublie pas, hein, quand même. Alors, on a 50 minutes. Hein. Oui, alors Filio, ça m'intéresse parce que effectivement Filio, c'est autour du langage. Donc, dans tout ce qui est autour du langage m'intéresse, exactement comme pour, par exemple, tout ce que je fais avec la poésie numérique. Très tôt, j'ai filmé tout ce qui était graffiti aux États-Unis, notamment, par exemple à San Francisco, etc. Et ça m'intéressait comme écriture. Voilà. Donc, automatiquement, tout ce qui tourne sur le langage m'intéressait et la pratique du langage de Filio aussi. Alors, simplement, j'ai fait une interview avec Filio avant sa mort, qui est parue dans la revue Artiste de la Marche-Vadel, et je crois que ça a été la seule interview du vivant de Filio faite, des rares interviews faites avant sa mort. Si, il y en avait une autre dans la presse. Irmeline Debert, oui. Irmeline Debert, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai. Oui, Irmeline Debert. À peu près à la même époque. À peu près à la même époque, oui, voilà. Et donc, j'ai assisté évidemment à la dernière conférence de Robert Filio au Centre Pompidou, salle de cinéma qui n'a pas été enregistrée, mais j'ai pris des notes. Voilà. Et donc j'ai une bonne relation avec Filio. Et alors évidemment, pour ce qui est de... j'ai dû rencontrer... j'ai rencontré Bernard Hilsig avant de rencontrer Henri Chopin. Et donc Bernard Hilsig et Jean-François Maury ont été un peu les introducteurs de tout ce qui est poésie expérimentale. Bernard Hilsig, tu ne l'as pas rencontré à propos de soirées organisées à Pompidou? Il y a eu les fameuses soirées, Blaise Nautier. Hein? Oui, non, mais là, regarde pas, ça ne sert à rien, parce que là, l'entretien, on ne va pas regarder là-dedans. C'est tout simplement Robert Filio, l'entretien qui parlait dans sa parole en 81. Oui. Voilà, mais Hilsig, tu ne l'as pas rencontré au cours de ces soirées? Donc j'ai fait l'interview. Tu ne te souviens pas? Savoir quand j'ai rencontré Bernard Hilsig. Alors le problème, c'est que Bernard Hilsig a un peu occulté, pour ne pas dire beaucoup, l'existence d'Henri Chopin au départ. Bon. Alors, c'est un peu ce que j'explique avec ce qui se passe avec la poésie numérique. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses d'Henri Chopin? Là, qu'est-ce que tu penses d'Henri Chopin? Toi, personnellement? Henri Chopin, j'ai organisé donc cette expo autour de la revue U, avec les documents, les vitrines, etc. Et c'est vrai que c'est Henri Chopin qui a, comment dirais-je, théorisé la poésie sonore. Oui, qui a élaboré un chantier, un vrai chantier international. C'est le seul d'ailleurs. Édité la revue. Voilà. 10 ans. Voilà. 64, 74. Exactement. La revue, qui était la revue disque, avec disque, alors que lui, il n'avait pas l'argent. Et alors, même si Bernard Hilsig achetait des tirages de tête, il n'empêche que c'est Henri Chopin qui n'avait pas l'argent, qui a fait la revue. Et sans la revue, il n'y a pas d'histoire de la poésie sonore. Exactement. Et même, on peut dire de la poésie expérimentale. Parce que dans la revue, il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la poésie sonore. Par exemple, les pièces de Burroughs, les pièces de Paul Mangette n'ont strictement rien à voir avec la poésie sonore. Il y a plein de documents parallèles. Alors donc, et ce qui est assez extraordinaire avec la revue, c'est que c'était non seulement revue disque, mais aussi, il y avait des textes théoriques, mais c'était aussi une sorte de portfolio avec toutes sortes de sérigraphies. De sérigraphies. Oui, en couleur. Ou d'objets. Ou d'objets, en couleur. Dont, par exemple, Temerson, donc Stéphane Temerson. Voilà. C'est-à-dire que Chopin s'est intéressé aux avant-gardes, alors exactement comme Jean-François s'est intéressé aux avant-gardes à Raoul Haussmann. Eh bien, Henri Chopin s'est intéressé aux avant-gardes polonaises, par exemple, avec Stéphane Temerson. Et par exemple, Pierre-Albert Biro, c'est là il a édité la femme. Moi, j'ai rencontré Pierre-Albert Biro grâce à Henri Chopin. Oui. Donc, c'est un peu comme une tête chercheuse. Oui. Voilà. Il a été jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, il a fait des performances avec son magnétophone. Alors, ce qui est intéressant, évidemment qu'il y a un peu le recul, on se dit que d'autres
Alors, la poésie sonore est très mal nommée, puisque, alors ça c'est mon côté. Il faut dire poésie sonore électronique avec Chopin. C'est électronique avec Chopin, toujours. Il a insisté là-dessus. Électronique, pas simplement sonore, électronique. Avec toutes les permutations que lui-même se permet. Oui, alors. Par rapport à Dufresne, par exemple. Dufresne, lui, c'est pas électronique. Il fait direct. Il ne fait pas les permutations avec le magnéto. Tout à fait. Enfin, oui. Le problème de Pierre-Henry. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, je parle de Dufresne par rapport à Chopin. Attention, hein. Mais il n'y a, pas de manipulation. Mais il y a Gilles Volman. Oui, ni Volman non plus, direct. Gilles Volman. Donc, voilà. Je fais la différence entre toutes ces démarches que sont l'audiopoème, le créry. Oui, tout ça, voilà. Et les Gatneun, je mets une différence entre ces poèmes. Alors, est-ce que c'est de la poésie abstraite? Je ne pense pas, parce que par exemple, Henri Chopin a toujours donné des titres à ses poèmes. Par exemple, les hurlements de Glencoe. Et donc ça, c'est une revue parlée que j'ai organisée, c'est-à-dire que c'est moi qui ai pris les contacts et qui était la seule revue parlée avec Henri Chopin. Et donc il explique très bien les choses, parce qu'on s'est vu après, donc on prend la pause dans un petit café à côté, et il explique très bien les choses, c'est-à-dire que vous avez, sa femme était anglaise, et donc dans le nord de l'Écosse, vous avez la mer du Nord et l'Atlantique, et entre les deux, vous avez, surtout l'hiver, des vents, des sortes de vents de tempêtes terribles, une réalité qu'il est très difficile de rendre sémantiquement. Alors sémantiquement, ça veut dire avec les mots du langage courant. Et alors si on est, je ne sais pas avec combien de mots on fonctionne, je ne sais pas, 250, au mieux 3000, certains, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui arrivent à fonctionner avec 10 000 mots, mais en tout cas 3000, voilà, c'est déjà énorme. Et donc il y a une limitation du langage. Alors, ça, évidemment, moi j'ai fait le rapprochement avec Wittgenstein, donc, qui parle de cette limitation du langage. Et donc, c'est un peu aussi à l'origine de ma démarche. Quelque part, elle s'ancre dans la suite d'Henri Chopin, c'est-à-dire de se dire qu'il faut élargir le champ sémantique. Alors, ce qui est très curieux, c'est que dans les années 60, tout le monde parlait justement de sémantique, du signe, voilà. Donc, du signe, du sémantique et de sémiotique. Sémiotique. Donc tout le monde était dans la plus de sémiotique. Sauf que, avec Barthes. Oui, Barthes, Eco, etc. Sauf que, et puis Peirce évidemment, donc Peirce qui dit Peirce, fondateur. dit aussi Decio Pignatari au Brésil, etc., qui a introduit la sémiotique au Brésil. Et il y a un problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas l'ordinateur portable, parce qu'avant il y avait des ordinateurs évidemment, mais c'était intouchable, sauf pour 2-3 personnes, avec des collaborations, donc très compliqué. Donc on a développé tous ces problèmes autour de la sémiotique à une époque où on n'avait pas les instruments finalement pour élargir le champ du signe justement. Alors on pourrait renvoyer aussi à Estival, mais c'était le même problème, c'est-à-dire que les choses sont apparues en fait avec l'ordinateur, parce que l'ordinateur traite de manière indifférente les images et le son. Donc, voilà, pour l'ordinateur, encore une fois, évidemment, la typographie, c'est de l'image et traite la typographie comme de l'image. Donc, l'élargissement sémiotique, ou ce que j'appellerais une sémiotique généralisée, est devenu possible plus tard, après les années 60, justement avec l'ordinateur. Sauf que, comme d'habitude, les gens qui ont au départ travaillé avec l'ordinateur l'ont fait à l'image du livre, c'est-à-dire qu'ils considéraient que l'ordinateur était... Alors que, évidemment, ce qui est intéressant, alors d'où ma rencontre avec Augusto de Campos. Alors, le problème d'Augusto de Campos au Brésil, alors Augusto de Campos, c'est... Du côté de la poésie concrète, ta première rencontre, c'est Augusto de Campos. Alors, attends, je pose une question précise, poésie concrète. Ta première rencontre, c'est Augusto de Campos ou c'est Pierre Garnier? Alors, Pierre Garnier, je le range dans la poésie concrète, j'ai toujours... Ah ben oui, la poésie spécialiste, c'est la poésie concrète. Pour moi, oui. Mais c'est lui qui a ouvert la première fois la porte en France, la poésie concrète, c'est lui. Oui, alors... Quand as-tu découvert sa revue des lettres? J'étais assez... 65, 67. J'étais assez tôt en rapport avec Pierre Garnier. Mais vers quand Mais avant 70 non, la grande ouverture, ça a été quand même, il faut poésie et peinture.
Ah, Voilà, alors poésie et peinture. années 90. Oui, années 92. 92. 92, exactement. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est toujours le rêve que l'on a, toi comme moi, Oui. de faire cette grande expo. Bon, mais là, elle avait lieu. Elle avait lieu parce que, par accident, disons, Julien Blaine, de son vrai nom Christian Poitvin, s'est retrouvé adjoint à la culture du maire de Marseille de l'époque. Et donc l'institution de pouvoir, et il devait choisir un directeur de tous les musées de Marseille. Et il a mis comme condition qu'il y ait cette expo qui s'est appelée Poésie et peinture. Mais il a eu un deuxième problème, c'est-à-dire il ne pouvait pas la faire en tête à tête avec Julien Blaine, avec Christian Poitvin, qui était institution de pouvoir. Et par hasard, j'aime bien le hasard, je dis que les choses ne sont jamais... Le directeur par hasard, j'étais chez une amie, qui est toujours mon amie d'ailleurs, Sylviane, voilà, Sylviane Legrand. Et donc j'étais à Aix-en-Provence, et c'était le jour de l'an, et je lui téléphone. Évidemment, il n'y a personne dans un musée le jour de l'an. Eh bien si, il était là. Et donc on s'est vu, et il a tout de suite compris qu'il valait mieux. Tu as vu Julien, ce jour-là? Non, j'ai vu Gustène. Non, Gustène, pardon, Bernard, qui est le directeur. C'est le nouveau directeur. Le nouveau directeur. Il arrive. Et la condition que Julien avait dit, c'était qu'il y ait cette expo. Et voilà. Et donc, c'est très incroyable. Hein. Incroyable. Incroyable hasard. Et le hasard, je téléphone, il est là, jour de l'an, je le vois, il y a la grande table où normalement il y a tous les documents pour l'expo, vide, et puis on parle et on fait un projet. Et le projet, c'était tout simplement... Alors, c'est passé par moi parce que j'ai bien compris qu'il ne voulait pas être en tête à tête avec l'adjoint à la culture, donc en situation de pouvoir de la mairie de Marseille. Voilà. Mais, alors, évidemment, c'est une occasion merveilleuse pour moi, mais très vite j'ai été dépassé, c'est-à-dire que, bon, voilà. Mais le point de départ, c'était de dire que toutes les avant-gardes du début du siècle ont été créées par des poètes, c'est-à-dire, par exemple, Danaïs, Dada Berlin, Raoul Osman, des poètes ou des artistes poètes. Oui, Cobra, d'autrement. Hein, poète artiste ou artiste poète. Oui, il vient dire les deux, hein, c'est pas un oui, il y en a qui, parce que Osman c'est un artiste poète, voilà. Et les autres sont des poètes artistes. C'est pas la même chose, comme Filiou, comme Rodin, etc. Hein, l'inverse. Oui. Ah si, ils ont commencé par le mot. Les autres ont commencé par le dessin. Attention, Osman c'est par le dessin, par la peinture et tout. Oui, tout à fait. Alors, et Jorn également. Merce. Et après, Schwitter, les deux. Les deux en même temps. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il y a quelque part plus qu'une coïncidence. Oui. Et donc, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a mis évidemment Mallarmé au centre de oui. Bon, voilà. Dis-le en deux mots, pour Mallarmé. Pourquoi le coup de dé est central? Dis-nous-le en quelques... Alors, en 45 secondes. Bizarrement, ce sont les Brésiliens, c'est-à-dire les frères de Campos, et Lucio Piantari, ce sont le groupe de poésie concrète brésilienne qui ont mis en avant le coup de dé de Mallarmé, en disant que c'était l'œuvre séminale. Et ils ne se trompaient pas, c'est-à-dire que quelque part, le coup de dé de Mallarmé est une rupture. Une rupture, pourquoi? Parce que tout le 19e a été, comment dirais-je, formaté, véritablement formaté par le livre, c'est-à-dire le livre qui correspond à une technologie, ça c'est McLuhan. Et la rhétorique. Print technologie. Par le livre et la rhétorique surtout. Oui. Donc tout le savoir passe par le livre, par le filtre du livre. Et Mallarmé est à la fin du 19e siècle, donc 1897 pour le coup de dé, et donc qu'est-ce qui apparaît à la fin du 19e siècle, en dehors de la photo? Le cinéma, déjà. Et il y a une correspondance de Mallarmé où il parle justement des possibilités du cinéma. Évidemment, Apollinaire va en parler après. Et donc, quelque part, le coup de dé, c'est déjà du précubisme. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, mais évidemment, en plus, dans le coup de dé, il y a toute la typographie des journaux, parce que la grande presse, c'est aussi le 19e siècle. Oui, il faut que tu le dises, une partition typographique, décidée par Mallarmé. Et Mallarmé dit, on ne fait pas de la poésie avec des idées, avec des mots, et avec une page, et la typographie. Ça, c'est capital. Oui, alors ça, pour la poésie concrète. Gombringer va reprendre Constellation N. Voilà, donc le titre qu'a pris Gombringer, Constellation, est inspiré en 1953.
de Mallarmé, Ah oui. 1953. Alors, je me suis trouvé... Qui est d'ailleurs l'origine de ton livre, il faut bien le dire, on ne peut pas oublier ça. Hein. Poésie, de la poésie concrète, de Gombringer, Oui, tout à fait. Campos, jusqu'à la zone numérique. Oui, 1953, j'ai mis extrait dans oui, poésie c'est capital ça, parce que les gens ne le savent pas. Alors, ce livre Oui. que je montre, C'est la Bible, voilà. c'est la nouvelle Bible. Hein. Très curieusement, je l'ai vu partout. Partout. C'est le premier volume Oui, de la Bible. c'est vrai. Maintenant, il faudrait une nouvelle Bible. Et c'est grâce à Michel Giraud. En fait, grâce à Michel Giraud. Grâce à Fourier, moi je dirais. Oui, grâce à Fourier. Oui, c'est grâce à Fourier. Le problème, L'écart absolu. on avait la subvention du CNL. On avait la subvention du CNL. Donc je vais voir Jean-Michel Place et ça a été l'horreur. C'est-à-dire qu'il me dit on va publier ça dans un an, etc. Et, on ne va jamais le publier. Et moi je dirais, je traduis. Avec les presses du réel, avec Xavier Dourou et Michel Giraud, donc j'ai trouvé un éditeur, c'est-à-dire un éditeur qui vous apportez la subvention, vous avez un projet, le projet tient, on fait le livre, voilà. Et puis ça rentre dans un axe précis. Mais Fourier, l'écart absolu. Tout à fait. Nous sommes à l'écart. Voilà. Mais de la norme académique. J'ai compris aussi une chose, oui. C'est-à-dire que, et ça je le fais systématiquement, le livre, il faut le contrôler dans sa fabrication, que le livre soit complètement, tout à fait raison. Ah oui. Et donc, pour ce livre, comme pour les autres, pas pour les premiers évidemment, mais pour ce livre, pour les derniers livres et pour la revue évidemment, je travaillais avec Sarah Gassanti ou d'autres. Avec le design graphique. Avec un graphiste ou un graphiste, et je fournis à l'imprimeur donc le fichier numérique. Donc ce que je fournis à l'éditeur, quelque part à l'imprimeur, donc à l'éditeur, c'est le fichier numérique. Donc tout est contrôlé. Voilà, vérifié, pas d'erreur. Il y a toujours des erreurs. Oui, il y en a toujours, bon, toujours, le moins possible. Mais il y en a possible. Voilà. Et donc le dernier livre à avoir été fait grâce à Sarah Gassanti, c'est celui-là. Alors, elle m'amène cette couverture. Elle était persuadée que j'allais dire que ça n'allait pas fonctionner, parce qu'en général, la couverture, c'est on met une petite image au milieu, et puis basta, le titre au-dessus, et le nom de l'auteur au-dessus, et le titre en dessous. Bon. Et moi j'ai trouvé ça merveilleux, et donc voilà, donc la couverture. Alors ça c'est une photo prise par Philippe Castellin à Avignon au cours d'une performance. Alors c'est aussi un des problèmes, c'est-à-dire que ce type de poésie finalement s'est diffusé, aussi bien d'ailleurs la poésie sonore, à travers des performances. Alors c'est pas plus mal, après tout c'est un juste retour à ce qu'était la poésie du temps d'Arnaud Daniel, où il y avait toujours une partition musicale, on en a gardé très peu, mais ça évidemment sur Arnaud Daniel c'est Augusto Campos qui m'a un petit peu initié, puisque c'est lui le grand traducteur de Arnaud Daniel, le vrai traducteur, pas Roubaud évidemment, qui n'a rien compris. Ah oui, Arnaud Daniel, mais tu sais que je le lisais en 64. Oui. J'ai fait une licence d'occitan pour lire Arnaud Daniel. Oui. Arnaud Daniel, c'est inimaginable. Hein, voilà. Hein, et donc Dante considéré comme... Et Dante, voilà, son maître. Voilà, le meilleur Favreau, voilà. À une époque où l'Occitanie allait de Limoges jusqu'au Portugal. Voilà, exactement. Voilà, donc c'était... voilà. C'est fou hein, ce qu'on dit en ce moment. Hein. Et Mallarmé serait une suite. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quand j'invite Augusto Campos à Marseille, donc il y avait le One Bar qui a disparu depuis, pour faire une performance, il descend d'avion, il y a des Mistral, il me cite 3 vers d'Arnaud Daniel qui partent comme ça. J'étais scié. Voilà. Mais il a recommencé à le faire quand je l'ai revu dernièrement, puisque je suis allé à Sao Paulo. Il y a une rétrospective organisée par la CESC à Sao Paulo. Et là, ils ont fait un livre pour rétrospective. Petit. Non, petit. Ah oui. Pas bien. Ah, ils n'ont pas de moyens. Non, voilà. Et, alors là, donc on peut parce que leur tourne, tu vois, c'est pour. Alors là, on est à la phase avant-dernière. Alors après cette phase-là, tu as ouvert un nouveau chantier, le nouveau chantier. Ah oui, c'est les boîtes. Ah oui, oui. On va finir sur le nouveau chantier. Ça, c'est capital. Ça. Le chantier ne s'arrête pas. C'est Librairie Café. Non, il ne s'arrête pas. Non, mais je veux dire, là, c'est un nouveau chantier. Hein, une revue. Oui, il y a aussi Sonar. Oui, parlons d'abord de Sonar. Avant Librairie Café, tu as Alors, c'est la même chose. Sonar. Dis-nous un peu rapidement, quand as-tu fondé Sonar? Vers 2000
Oui, alors... Hein? Moi, je me souviens plus des dates. Toi non plus. Non, le premier, c'est toutes les dates sont là. Je me suis méfié. Et donc, le premier, c'est 1998. Oui, Ah oui, 98. Ah ben, la même année où je fonde l'écart absolu. Oui, 1998. Alors, en fait, c'était tout simple. Quel est le principe alors, de Sonar? Non, mais je fais des premières performances, donc avec mes textes donc sortis d'imprimante, etc. Et oui, alors l'histoire des performances que je fais, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire évidemment l'obsolescence des technologies et donc il ne reste plus rien sauf les sorties imprimantes. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais un livre avec les sorties imprimantes. Voilà, alors c'est très bien, il n'a pas trop mal marché. Ça c'est Pierre Fillement, donc la collection de Pierre Fillement, évidemment. Et alors qu'est-ce que je fais? Parce que le livre, c'est illisible. Alors je dis, je vais le lire devant un public, puisque finalement, la voix est ce qu'on a de plus personnel, de plus humain. Et donc, c'est une façon de, comment dirais-je, de combat contre l'ange par rapport à la machine. Voilà, la production mécanique du texte, qui n'est pas complètement mécanique, puisqu'au départ, c'est moi qui fournis évidemment les bibliothèques de mots, voilà, bien sûr. Et c'est l'origine de Sonar? Oui, parce que tu as commencé comme ça. Je vais voir Ramucho Matin. Eh oui, Ramucho, bah oui, à Capital, Ramucho. Donc je voulais un enregistrement, je voulais qu'il enregistre ce que je fais. Alors, je suis rentré dans le studio de Ramucho Matin, qui est musicien, qui est le fils de Roberto Matin, donc voilà, très bien, le surréaliste, le peintre surréaliste. Et le frère de Matin Clark. Matin Clark, bien sûr. Oui. Et donc. Et l'ami de Rose. Oui. Et de Geising. L'ami de Geising. Vachement important. Geising surtout. Voilà. Il a fait des choses formidables. Et donc, je rentre en début d'après-midi dans son studio et on fait quelques essais tentatives et je ressors avec un CD. Un CD, enregistrement par Ramucho Matin de ma voix avec toutes sortes de petites modifications, de traitements, etc. Et j'ai compris. J'ai dit, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. On fait une revue sous forme de CD. Voilà. C'est ça l'idée de Sonar. Voilà. C'est suite à cette visite à Ramucho Matin. Et maintenant, tu en as combien? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Voilà. Et c'est là où tu as fait Robert Fillou. Oui, tout à fait. Voilà. Donc l'interview de Robert Fillou, voilà, exactement. Je l'ai publié dans Sonar. Oui. Et, alors le problème, c'est un peu ça. C'est-à-dire ça, c'est un CD-ROM par Gamma. Ça, je l'ai fait à l'agence Topo à Montréal. Mais c'est Sonar, ça aussi? Oui, c'est Sonar. Ah oui, c'est Sonar. Il y a aussi des DVD. DVD et des DVD. Non. Quelques-uns. Il y a des DVD, alors notamment Saga de Jean-François Bory. Donc ça, c'est un DVD de tout ce que j'ai fait au début. Alors ça, c'était la Ménagerie Père. Alors ça, c'est l'Atari 520 ST. Alors évidemment, l'Atari 520 ST, miraculeusement, je dis bien miraculeusement, contrairement aux autres appareils dont les disquettes ont été jetées, là, j'ai toujours la disquette programme. Une disquette programme. Je l'ai fait quand même émuler à la BNF. Ouais. Bon. Mais quand même, une disquette programme et évidemment l'Atari d'origine est tombé en panne, c'est-à-dire donc j'ai réussi à reconstituer un Atari à partir de 3 Atari grâce à Philippe Boinard à Angoulême qui les avait récupérés pour une petite somme, voilà. Et puis ils se sont à nouveau tombés en panne, c'est-à-dire que vous appuyez sur une touche, ça prend 5 minutes, 50 secondes ou ce genre pour que ça apparaisse sur l'écran. Et donc là, j'ai trouvé tout simplement sur Internet, eBay, un Anglais qui m'envoie un Atari 520 ST neuf. C'est-à-dire qu'il y avait encore la housse de plastique sur l'Atari 520 ST. Et donc, depuis, ça fonctionne merveilleusement avec l'unique disquette programme. Voilà. Et donc ça, c'est l'Atari 520 ST. Donc, c'est Sonar DVD. C'est Sonar DVD. Donc, ça, c'était un ménage vert. Là aussi, c'est Sarah Casnati qui a fait un très beau travail de mise en page. Mais c'est reproduit dans le livre, voilà. Ouais, alors, dans le livre, bon, j'ai scanné, mais j'ai dit à Sarah, c'est idiot, c'est toi qui as fait la maquette, retrouve-moi la maquette sur son ordinateur. Elle a retrouvé la maquette, et donc la reproduction dans le livre est alors, parfaite. Dernière étape, parce que là... Oui, alors, Célébrity Café... Alors, quand as-tu eu l'idée de Célébrity Café? C'est toi, Jean-François était aussi avec toi? Oui, alors Sonar numéro 54. Raconte-nous un peu là,
Alors, oui. Puisque c'est la conclusion, là. Oui, bien sûr. Alors, Hein Célébrité Café, c'est le numéro 1, il a été épuisé, il faudrait que je le montre. Et Ouais. la photo, c'est donc je filme. Alors, ça fait partie des images. J'ai toujours pratiqué la caméra, donc les premières caméras disponibles grand public, puis ensuite évidemment la caméra numérique. Et ça, c'est dans un grand hôtel à Sao Paulo, et je zoome, et voilà ce que je vois. Une forêt d'antennes relais. Donc évidemment, je suis assez enchevêtré par cette image. Et voilà, ça sert de couverture. Bon. L'idée, c'était de faire une revue internationale. C'est quand, là? C'est 2016 ou 15? Le premier numéro, alors c'est divisé par les 13 urelles, mais c'est Oui, c'est 15, hein? 2013. 13? Oui, 2013. Ah, 13? Oui, ah oui, 13, ah oui. Oh là, il y a déjà 5 ans. Ben, Eh oui. Et le deuxième numéro, le nouveau? Alors, celui-là est disponible. Celui-là, c'est 2017. Non. Non, 16? 2015. Ah, 2015. Ah oui, voilà. 2015. 2013, Alors, on sort 2015. ce numéro, 416 pages, couleur, avec international évidemment, et non-renouvellement de subvention additionnelle, non-renouvellement de subvention. Et c'est là où tu as le dossier Pierre Garnier, Oui, alors. Raoul Haussmann, pour dire, là, puisqu'on parle des expérimentateurs. Alors, hein. voilà comment c'est fait. C'est-à-dire, au départ, évidemment, il y a très souvent un dossier, là, c'est un hommage à Henri Chopin. Donc, Oui, Henri Chopin dans le premier. dans le premier, Voilà. et Pierre Garnier dans le second. Pierre Garnier dans le second, avec une correspondance complète. Et la correspondance- Garnier, Raoul Haussmann. Pas complète. Non, pas complète, mais disons. Et complète Pour Chopin. Pour Chopin, complète. Et non, pour, c'est impossible de faire une page. Non, non, c'est un extrait, oui. Ce sont Personne n'a toutes les lettres, lui-même en a perdu. Un extrait, mais un extrait significatif. Oui. Et Garnier aussi. Et Garnier aussi, voilà. Voilà, ça c'est très fort. Et maintenant, on va finir là, le projet, le futur en cours, le Célébrity Café qui est en cours. Alors, il y a deux numéros qui sont Oui, voilà. En construction. En construction, un qui est pratiquement terminé. Là, avec Augusto de Campos, parce qu'il a sorti un dernier livre. Alors ça, Augusto de Campos, voilà. Ah oui, voilà, Je on montre. finit là, voilà, très important. Alors- Première fois en France, il faut le dire. Hein. Oui, oui. Alors, Ah. donc, traduction, donc 3 recueils, et comme il y a 3 recueils, alors c'est un objet, vraiment, parce que, bon, il y a moi, il y a Sarah Casanti, et il y a Augusto de Campos. C'est-à-dire que tous les trois, on peut considérer que c'est un objet aussi bien de Augusto de Campos que de moi, que de... Tu as transcrit du brésilien en français, du Voilà, c'est portugais. toujours en bilingue. Voilà. Donc, on reprend les couvertures. La première couverture, Viva Bahia, était rouge. Bon, je donne un exemple. Par exemple, la Codigo. Alors, Codigo, c'est code, mais c'est aussi God, Dieu. C'est aussi Digo, qui veut dire jeudi. Donc, et en fait, il en a fait dans l'expo à la CESC, à Sao Paulo, un objet en fer. Voilà. Donc, alors, c'est la même chose. Donc, c'est un poète artiste. Voilà. Et donc, alors évidemment, ça. Et là, il y a eu un peu de Non. communication. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais pour lui, je n'ai. Non, mais en France, je veux dire, les gens ne connaissent pas Ocampos de toute façon. En France. Oui. Hein. Alors voilà. Ça, c'est la traduction de Pulsar, Ah, voilà, avec la lune, l'étoile, etc. Ça. Donc il y a eu un tirage de tête avec une sérigraphie. Ouais. On pratique les tirages de tête. Alors ça, alors après, donc tu prépares le numéro 3 spécial Ocampos. Oui, parce qu'il a sorti un autre recueil. Voilà. Et Voilà. autre. Ce sera le 3. Et ce sera le numéro 3. 3 spécial. Alors, mais la même chose, ce sont des fichiers numériques. Donc, il m'envoie un fichier numérique, on fait la traduction. Il faut refaire le fichier numérique de la traduction, donc ce sera toujours en bilingue. Il faut que je fasse la préface. Alors là, pour faire la préface. C'est pour quand? Pour 19, ça? Je l'ai fait, c'est pratiquement prêt. Donc de d'ici Noël? Oui, à l'automne. Oui, à l'automne. Mais et après le 4, alors qui est en cours? Après le 4, si on a une subvention. Oui, voilà, le 19. Et surtout maintenant, tu es en plein chantier. Jean-François Bory. Oui, alors il y a Alors, deux. on finit là-dessus. Alors, dis-nous, Jean-François Bory. On va finir avec Jean-François. Alors, j'ai fait un livre avec Lamanteum. C'était un projet que j'avais à l'époque de son expo, donc Dreamhouse. Ouais. Alors, c'est la même chose, Lamanteum. Pourquoi? Parce qu'il fait de la musique qui ne s'arrête jamais, une musique infinie. Donc, la fameuse ligne droite, tracé ligne droite, etc. Et donc, la note. Alors, ce sont toujours des accords, c'est le plus complexe.
Et donc on avait le projet de faire le livre, finalement je l'ai fait, bon, et donc je suis introduit dans cette collection. Tu l'as fait où? Tu l'as fait où le livre? Aidam Musicae. Tu l'as fait en Angleterre? Non, en France. Aidam Musicae, c'est un petit éditeur. Ah bon? Je ne savais pas qu'il est sorti. Tu as fait un Montillon, je ne savais pas. Ah bon, bah c'est incroyable ça. Et j'ai un projet, parce qu'évidemment, Charlemagne Palestine était un petit peu jaloux. Donc, oui, bien sûr. Donc, j'ai un projet avec Charlemagne Palestine, j'ai déjà fait l'interview. Chez le même éditeur? Chez le même éditeur. Ah, bah très bien. Parce que je suis introduit maintenant. Tu n'oublieras pas de trouver un exemplaire de chacun. Oui. Ah oui. Oui. Et après, le troisième livre, c'est Jean-François maintenant, Le Chantier. Alors, chance, on a eu une subvention de la DAP à Plastique. Un peu exceptionnelle pour Jean-François Bory, donc on va pouvoir faire... Donc c'est pour 19, c'est pour 19 ça. Voilà. Printemps 19, disons. Oui, il est prêt, donc il y aura une... Printemps 19, il sortira. Voilà, alors il y a eu aussi ça, je tiens à le signaler quand même, voilà. c'est le numéro d'affaires finir sur Inter. Voilà. Technocore ici dernier lieu. Voilà. Alors, Richard Martel me téléphone, me dit voilà, c'est toi qui dois faire ça, bon, très bien. Bon, et alors, finalement je l'ai fait, et donc... On peut dire que c'est un bilan, une sorte de bilan. Non, mais actuellement... Actuel. Il n'y a que ça. Il n'y a rien de toute façon. Hein. Il y a l'expo Open Code à Cachereau qui doit se terminer avec Peter Weber. Oui. Donc l'espace Electra fait une expo sur le code, le Centre Pompidou fait une expo sur le code, Bain numérique, même chose, etc. Alors là, je suis au Bain numérique médiathèque. Et donc, en fait, autour du post-humanisme, évidemment, Stellax, j'ai un long rapport avec lui puisque j'avais fait une interview à Sao Paulo il y a longtemps. Et donc là, il y a un texte très beau de Stellax que j'ai traduit de l'anglais évidemment, sur le post-humanisme. Intéressant, c'est-à-dire qu'il montre à la fois les limites, bon, évidemment, et moi aussi dans mon texte je montre les limites. Et alors j'en reviens, la technologie, c'est-à-dire... oui, conclusion, hein, parce qu'on est... Conclusion, voilà, la technologie, c'est un peu comme ce que Robert Fillou dit, la servante est dans l'escalier avec sa serpillière, etc. Non, justement, la serpillière, c'est-à-dire la technologie, il faut la penser, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réflexion. On a une sorte de blocage en Occident, en France, en Occident, par rapport à la technologie, on le voit très bien à travers les films où les robots prennent le pouvoir, etc., Altre, etc. C'est faux. La technologie est notre miroir et donc on ne peut pas refuser son miroir quelque part. Et donc il faut penser la technologie. Oui, c'est un outil. C'est un outil. Oui. Mais si tu n'as pas la vision, ça ne sert à rien. Et c'est pour cela que c'est intéressant de réfléchir sur aussi bien le magnétophone, l'ordinateur, depuis qu'il y a l'ordinateur portable, en réaction et par rapport à ce qu'a été la technologie de l'imprimerie, qui est une technologie, je dirais, un peu terrifiante. On en a vu les résultats. Je crois qu'il y a deux textes qui sont intéressants à propos de la typographie. C'est évidemment la colonie pénitentiaire, c'est-à-dire le texte qui est imprimé sur le dos, voilà, et aussi peut-être le livre de Galeano, que j'ai lu récemment, qui raconte comment les Espagnols arrivent. Alors pour eux, c'est le paradis terrestre. Quand ils arrivent, les Indiens nus, etc., la végétation, c'est le paradis terrestre. Mais ils arrivent avec un texte, ils lisent le texte aux Indiens, et les Indiens doivent se soumettre ou périr. Donc, quelque part, et on voit toutes les dérives idéologiques, évidemment, qui sont dues justement la référence à un texte, que ce soit marxiste ou... voilà. Le texte fige la pensée. Donc, toutes ces technologies nouvelles ont cet avantage, justement, de permettre à la pensée de fonctionner, je dirais, plus à l'état naturel. C'est-à-dire, la pensée ne s'arrête jamais et va dans toutes les directions. Et c'est un petit peu ce qui m'intéresse dans, justement, les possibilités. On peut dire en zigzag. Voilà. Et on ne peut pas les attraper. Voilà, c'est parfait. Dans cette technologie. Voilà, c'est parfait. Pratique de cette technologie. Pour ce qui serait un langage élargi.